Bonjour, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler des couvertures Marvel et de ceux qui les créent. Je pense que tous, à un moment ou à un autre de notre vie de fans de comics, nous avons vu une couverture qui nous a tellement attiré l'œil que nous avons pris le magazine dans nos mains, nous l'avons feuilleté et puis finalement nous l'avons acheté. Tout ça grâce à la couverture. Pour une raison que j'ignore, je suis captivé par les couvertures américaines depuis ma plus tendre enfance. Quand je regardais une couverture peinte par Jean Frisano, à de très rares exceptions près, j'étais fasciné. Mais c'était d'une fascination respectueuse, si on peut dire. Un peu comme lorsqu'on regarde la Joconde, une œuvre d'art dans un musée. Il y a une distance entre moi et l'œuvre. J'ai dit à de très rares exceptions près, car, par exemple, il y a la couverture de Khazar, la couverture des X-Men, ou celle du Surfeur d'Argent dans Les 4 Fantastiques. Ce sont des couvertures qui me font éprouver quelque chose, qui me font éprouver une émotion. Dans ces cas-là, mon admiration pour la technique est tempérée par l'histoire que la couverture raconte. Une histoire qui me donne envie de savoir plus, donc d'ouvrir le magazine. Ce sentiment, que je n'éprouve donc que très rarement avec les couvertures françaises, je l'éprouve quasiment à chaque fois avec les couvertures des comics américains des années 70-80. Ces couvertures racontent un morceau d'histoire, un peu à la manière d'une bande-annonce de film. Cette bande-annonce me pousse à acheter le comics pour voir comment l'histoire qui est racontée sur la couverture est résolue à l'intérieur du comics par le héros. En fait, j'étais tellement captivé par les couvertures de comics américains que je découpais celles qui étaient publiées par Lug dans les Strange spéciales à l'origine. Et je les scotchais sur le mur de ma chambre. Quand des préadolescents ont généralement des posters de chanteurs, chanteuses, stars de football sur leur mur, moi j'avais des couvertures de comics américains. Est-ce grave, docteur? Et comme vous pouvez le constater de visu, maintenant je ne colle plus mes couvertures américaines sur mes murs, je les porte sur mes t-shirts. Dans mon innocence de jeune lecteur, je pensais que l'artiste qui dessine la couverture est également celui qui dessine les pages à l'intérieur. Cette idée me vient des BD franco-belges, où c'est généralement le cas. C'est le même dessinateur qui dessine la couverture et les pages intérieures. Mais aux USA, où la création d'un comics ressemble à l'assemblage d'une auto dans une usine, c'est très très différent. Il est très très rare que le même dessinateur fasse les pages intérieures et la couverture. En fait, il y a des artistes qui sont spécialisés uniquement dans les couvertures. Et il y a des artistes qui sont spécialisés dans la réalisation d'esquisses de couverture pour d'autres artistes. Étonnant, non? On va revoir tout ça en détail. Le sujet de la couverture. Là aussi, mon innocence de jeune lecteur me faisait penser que l'artiste qui était choisi pour dessiner la couverture, eh bien, il choisissait le sujet de la couverture. Grave erreur. Rappelez-vous, créer un comics aux USA, c'est comme de l'assemblage d'une voiture dans une usine. Chacun à sa place. On commence par l'éditeur. L'éditeur, non pas l'éditeur, non pas le rédacteur en chef, quoique ça s'en rapproche. L'éditeur, donc, qui est en charge de la série, décide du sujet de la couverture. C'est lui qui va commander à tel ou tel artiste tel ou tel sujet de couverture. Oui, mais comment savoir si l'artiste que l'éditeur a choisi sera capable de rendre le visuel que l'éditeur a en tête? C'est là que l'artiste qui dessine les esquisses de couverture entre en scène. Il s'agit d'un artiste, souvent un salarié, contrairement aux artistes freelance, qui va avoir la responsabilité de créer ces esquisses. Celles-ci peuvent aller du simple crayonné en 3 coups de crayon à une représentation plus détaillée, voire même en couleur de la couverture. Cette esquisse va être soumise à l'éditeur, qui va l'approuver ou la rejeter, mais finalement, il l'approuvera. Et lorsqu'elle est approuvée, l'esquisse est envoyée à l'artiste qui a été choisi pour réaliser la couverture finale. Donc, l'éditeur demande à un artiste spécialisé dans les esquisses de couverture de réaliser une couverture, il l'approuve, et l'esquisse est envoyée à l'artiste qui est chargé de la finaliser. Une petite parenthèse, c'est que il faut bien comprendre que le Marvel Bullpen, dont Marvel a fait la promotion pendant des années, dans les années 60-70, ce Bullpen n'a jamais existé. En tout cas, pas comme Marvel en faisait la promotion. Tout d'abord, les scénaristes et artistes étaient embauchés en tant que freelance, donc ils travaillaient depuis chez eux. Ils passaient rarement au bureau pour y déposer leur texte ou leur planche. Ensuite, physiquement, il n'y avait pas la place, tout simplement, pour tous les artistes
embauchés par Marvel ou sous-traités par Marvel, il n'y avait pas la place pour tous ces artistes d'être dans les bureaux de Marvel. Les scénaristes envoyaient leurs scripts par la poste, scripts qui étaient ensuite envoyés aux artistes. Les artistes, eux, envoyaient leurs planches par la poste, où ils les prenaient dans un carton à dessin et les emmenaient au bureau de chez Marvel. Tout dépendait d'où ils habitaient. Ensuite, si l'éditeur avait des retouches à faire, il n'allait pas renvoyer les planches chez l'artiste, qui allait ensuite les lui renvoyer. Non, ça prend trop de temps. Donc, il y avait en staff, employés, quelques artistes qui faisaient des retouches. Et c'était aussi bien des retouches au niveau du texte qu'au niveau du graphisme, au niveau des couleurs, etc. C'était donc toute la production des comics Marvel était faite dans les bureaux de chez Marvel. La partie artistique, scénaristique et dessin était faite à l'extérieur. Et j'ai pas vraiment le temps de développer ça plus que je ne viens de le faire dans cette vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de Marvel dans les années 60-70, dites-moi dans les commentaires et j'en ferai le sujet d'une prochaine vidéo. Revenons aux artistes qui font des esquisses pour les autres artistes. Qui sont ces artistes de l'ombre, vous demanderez-vous. La première, car c'est une femme, c'est Marie Séverine. Le second, plus connu des lecteurs français, c'est John Romita, Senior. Le troisième, également très connu des lecteurs français, c'est Gil Kane. Il y a ensuite, bien évidemment, Dave Cockrum, que tous les fans français des X-Men connaissent, que ce soit avant et ou après le run de John Byrne. Et le dernier, en ce qui me concerne, car je ne m'occupe que des années 70-80, et il couvre jusqu'au début des années 90, c'est Ed Hannigan. Voyons tout ce beau monde en détail. Marie Séverine est venue chez Marvel après la faillite des EC Comics, où elle travaillait en tant que coloriste. Et elle a repris exactement ce poste chez Marvel. Mais en plus de s'occuper de la couleur, elle faisait partie de la production, et donc elle faisait des retouches. Mais aussi, elle créait des esquisses de couverture pour d'autres artistes. Embauchée à plein temps, elle travaillait depuis les bureaux de Marvel, le fameux bullpen, au service de production de Marvel. Elle commença à faire des esquisses de couverture afin de coucher sur le papier des idées de Stan Lee, esquisses qui étaient ensuite envoyées à l'artiste en charge de la couverture. Marie a quelques-unes des plus fameuses couvertures de Marvel à son actif. Mais elle ne faisait pas des esquisses de couverture à plein temps. Elle dessinait également des comics, et elle a également dessiné des épisodes de Namor, de Hulk, de Iron Man, mais également dans les années 80, on la vit sur Peter Parker Spectacular Spider-Man, et où ancraient certains artistes comme Herb Trimpe, et elle ancrait également son frère John, Séverine. Pour en savoir plus sur la carrière assez impressionnante de Marie Séverine, je ne peux que vous recommander, une fois de plus, chez Tomorrow Publishing, cet excellent magazine. Marie Séverine, The Mirthful Mistress of Comics. Lorsque Stan Lee débaucha John Romita, senior de chez DC où il dessinait des comics de romance, il lui jura que ce dernier n'aurait pas à dessiner de comics, mais uniquement à les ancrer, et il lui offrit le poste de directeur artistique. Le rôle de Romita était d'unifier le look de la production Marvel, que ce soit les comics et donc leur couverture, les posters dans les magasins, les jouets et aussi les comic strips dans les journaux. Bien évidemment, Stan Lee tint cette promesse uniquement 3 semaines, avant de demander à John Romita de le dépanner en dessinant quelques épisodes de Daredevil, puis de reprendre en main la série Amazing Spider-Man après la défection de Steve Ditko. C'est une période où Romita devait continuellement retoucher les couvertures faites par d'autres artistes, afin de suivre les ordres de Stan Lee. Romita détestait faire ce travail et était toujours très gêné de retoucher le travail d'un autre artiste. Stan Lee n'avait pas de méthode. Il acceptait ou rejetait les couvertures selon son inspiration du moment. Marie Séverine et moi-même, nous faisions des esquisses de couverture quand Stan Lee n'aimait pas ce qu'un artiste avait dessiné comme couverture, ou que l'artiste n'avait pas le temps de faire la couverture que Stan Lee désirait. Pour en savoir plus sur John Romita Senior, il existe d'innombrables ouvrages. Mais si vous voulez en savoir plus sur le papa et le fiston, je vous recommande le Romita Legacy, où vous en apprendrez plus sur les deux. Gil Kane fut l'image de Marvel pendant quelques années durant les années 70, en dessinant plusieurs centaines de couvertures pour la maison aux idées. Pour la petite histoire, Stan Lee n'aimait pas Gil Kane, mais lorsqu'il est parti pour la côte ouest afin de tenter de créer des films hollywoodiens avec les personnages Marvel, il laissa le champ libre à son successeur Roy Thomas d'embaucher qui il voulait. Et Thomas étant ami avec Kane, ils avaient travaillé ensemble chez DC, donna donc de très nombreuses couvertures à faire à Kane. Il faut savoir que Kane était un homme à femme, comme on dit, et qu'il avait de nombreux frais entre ses sorties avec ses conquêtes du moment et les allocations familiales qu'il devait payer à ses précédentes épouses. Or, entre dessiner des pages de comics ou dessiner des couvertures est ce qui paye le mieux dans une industrie où les artistes sont payés au lance-pierre.
La légende veut que Ken passait de temps en temps au bureau de Marvel et s'installait pendant 1 heure ou 2 avec Thomas qui lui décrivait ce qu'il voulait voir sur les couvertures. Et Ken dessinait, à main levée, les esquisses, à la charge de Romita ou de tout autre artiste du bullpen de finaliser ces esquisses, notamment les costumes des personnages, avant qu'elles soient envoyées aux empereurs. Il existe là aussi de très nombreux ouvrages sur Gil Kane, mais je ne peux que vous recommander le Comic Book Creator, édité une fois de plus par Tomorrow Publishing. Dave Cockrum a été embauché par Marvel à plein temps en 1976 et a été, d'après lui, du niveau d'un assistant non officiel de directeur artistique, mais mon boulot était de designer les couvertures des productions Marvel. Des éditeurs venaient me voir avec des exemples de travaux en cours de production, et je leur faisais une esquisse rapide de couverture. Une fois la couverture validée par l'éditeur, je l'envoyais à l'artiste choisi pour la finaliser. En plus des esquisses de couverture pour les autres artistes, Cockrum a également directement créé des couvertures pour les magazines Marvel Team-Up, Iron Man, Miss Marvel, Master of Kung Fu et Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Il raconte: j'avais la chance de pouvoir m'adresser à John Romita Sr. quand j'avais un problème. Il m'arrivait parfois de botter sur un design pendant 1 heure ou 2, puis de jeter l'éponge et de m'adresser à John. En 2 coups de crayon, mon problème était résolu. Avoir quelqu'un près de soi en cas de pépin, quelqu'un qui a les connaissances nécessaires pour vous aider, fait toute la différence. En plus des couvertures, Cockrum devait faire, comme les autres membres de la production, devait faire des retouches. À ce sujet, il raconte: ils m'ont demandé de fixer les dessins de Howard Shekin sur le premier épisode de La Guerre des Étoiles. Plus tard, quand j'ai croisé mon ami Howard, je lui ai dit: mon Dieu, je suis désolé. Ils m'ont forcé à faire ces changements. Il a estimé que c'était l'une des choses les plus amusantes qui soit. L'ouvrage, The Uncanny Dave Cockrum Tribute, est vraiment très intéressant, car il présente des commentaires de tous les collègues de Dave Cockrum. Et si vous voulez en savoir plus, de façon générale, sur cet artiste, je ne peux que vous recommander, comme toujours, The Art and Life of Dave Cockrum par Tomorrow Publishing. Ed Adingham raconte qu'il a toujours rêvé de devenir dessinateur de comics et qu'il a ennuyé pendant des années tout le staff de Marvel en leur montrant régulièrement ses travaux. Jusqu'au jour où on lui donna un premier travail de lettreur, puis un travail de coloriste, et petit à petit, il devint membre à part entière du bullpen, et il aida John Romita Sr. à créer des esquisses de couverture. Hannigan est célèbre dans l'industrie pour toujours essayer d'inclure le logo du magazine dans ses esquisses, ou de trouver des façons originales de le déformer. Pour la couverture du Fantastic Four 244, Ed Adingham dit: Jim Salicrup, l'éditeur, voulait un Galactus iconique, aussi grand et imposant que possible. J'ai pensé qu'une façon d'obtenir ce résultat consistait à représenter un membre gigantesque de Galactus avec une mise à l'échelle d'un corps humain. Et c'est pourquoi j'ai représenté la main de Galactus, créant ce nouveau héros. Couverture pour le Invaders numéro 5. Faire une esquisse de couverture pour Jack Kirby n'était pas vraiment intimidant, mais plutôt étrange. Je veux dire, pourquoi faire? D'une certaine façon, c'est une erreur. Kirby a été l'une de mes influences principales comme il l'a été pour d'autres artistes. C'est lui qui m'a appris à penser grand quand je dessine. De grands personnages, de grandes formes, de grands impacts. Au sujet de la couverture du Fantastic Four 240, Jim Salicrup, l'éditeur, dit: notre but était d'obtenir une couverture ultra impressionnante à la Jack Kirby. Flèche noire soulevant la cité des Inhumains. Pour je ne sais pas quelle raison, la version finale a perdu énormément de son pouvoir évocatif. On dirait qu'il fait flotter une maison de poupée. C'est pas grave, on aura essayé. La couverture de Amazing Spider-Man 224. Cette couverture a évolué car le soleil couchant était censé représenter le crépuscule du retour. Mais c'est devenu un aplat bleu foncé. J'ai vraiment été désolé pour un très jeune John Romita Jr. Cette couverture de Amazing Spider-Man est l'une de ses premières, et il n'y a pas de place pour son dessin avec cet énorme bandeau publicitaire en tête de page. Marvel, en tandem avec Hero, a créé en 2005 ce simple comics pour venir en aide financièrement à Ed Adingham et l'aider à payer ses notes de soins de santé. Voilà, on entre dans les années 90, et je vais donc arrêter cette vidéo car mon intérêt pour les comics américains se porte sur les années 70-80. Nul doute qu'il existe d'autres artistes qui ont repris, qui ont continué à faire des esquisses de couverture de comics pour d'autres artistes dans les années 90, 2000, 2010, 2020. J'en vois déjà qui s'interrogent. On est sur la chaîne du French Geek et ils ne nous montrent pas d'artistes d'édition sur les couvertures de comics américains. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, calmez-vous les gars. Faut pas se mettre dans un état pareil juste pour les comics. Ensuite, c'est vrai qu'il existe plusieurs artistes d'édition concernant uniquement des couvertures de comics Marvel, et je n'en possède aucun. Tout simplement parce qu'un artiste d'édition coûte en moyenne entre 100 et 150 $, et payer ce prix-là juste pour quelques couvertures qui me plaisent,
je ne suis pas suffisamment riche pour pouvoir me le permettre. À la place d'un artiste édition hors de prix, j'ai les 75 ans de Marvel en couverture iconique. Je l'avais acheté pour 30 $. Alors bien sûr, c'est pas un artiste édition, c'est pas des reproductions de planches originales au format planche originale, c'est un peu plus petit, mais cet ouvrage me convient parfaitement. Et il me semble qu'en France, il a été publié pour 10 €, ou moins de 10 €. Je vais vous montrer son contenu en images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura fait voir ou découvrir les couvertures Marvel sous un jour nouveau. Je pense que ma prochaine vidéo sera sur Mark Schultz et son Xenozoic Tale, mais on verra bien. En attendant, merci de partager cette vidéo, de la commenter, de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Admirez plein de couvertures américaines, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.